Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors c'est toujours un plaisir de venir partager ensemble autour d'une idée, d'un livre, d'une réflexion à mener, à creuser. Alors merci d'être là, de nous suivre en direct avec nous pendant 1 heure sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, le thème de l'émission qui sera abordé sera les choix, les influences. Alors l'influence dans nos vies d'une manière générale que nous exerçons sur les uns, que nous subissons des autres, de notre famille, de nos proches, de l'amour, de rencontres importantes qui peuvent marquer un tournant dans nos vies parfois. Nous parlerons aussi du poids de nos décisions avec les choix qu'on fait pour nous ou qu'on peut imposer par la force des choses parfois aux autres. Alors est-ce que parfois c'est un blocage, une libération ? Tout dépend. Alors pour ça, pour aborder ce thème, je suis avec Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant à Aix-les-Bains. Bonjour. Salut Virginie. Et Ricky James, artiste philosophe, philosartiste ou alors philosophiste. J'ai hésité entre les deux et j'ai vu que philosophiste, ça avait une définition qui n'était pas des plus positives. Voilà. Donc je garde Ricky James, philosartiste, si ça te va bien. C'est très très joli. Et donc tu seras là aussi pour nous influencer dans le bon sens, pour agrandir notre regard et notre esprit aussi sur effectivement la manière de voir les choses, le regard aussi qu'on peut avoir sur l'influence qu'on peut subir ou au contraire qu'on peut tu vas m'aider? Générer. Merci beaucoup. Alors en sachant que autour de ce thème nous allons pouvoir aussi échanger autour de 4 livres choisis par Virginie, puisque ce sont 4 livres que Virginie, tu as sélectionnés de la rentrée littéraire, c'est ça, de 2022 ? Faste rentrée littéraire, faste et vaste. Ah, c'est-à-dire ? Plus de 540 romans qui sortent dans un très court espace-temps, en 1 mois. Donc, il y a de quoi faire. Alors ensemble, on peut peut-être déjà les citer, les 4 romans qu'on va aborder aujourd'hui. Donc La décision de Karine Thuil, Numéro 2 de David Fuenquinos, Porca Misera de Tonino Benacquista et La patience des traces de Jeanne Benhammer. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est avant de partir à la découverte de ces œuvres et de pouvoir aussi réfléchir et dégager des pistes de réflexion sur ce que nous disent ce livre. Je vous propose d'écouter la musique Lentement de Bertrand Belin avec Barbara Carlotti. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Lentement de Bertrand Belin, bijoux, bouteilles, bibelots de Lourdes, Père Noël, un passant qui pue, la nuit, la danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Tout nous influence dans nos choix, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Des paroles, des blessures, notre enfance, notre ego, nos défauts, nos parents, nos amours, nos décisions, nos actes qu'on pose un jour, un peu trop rapidement parfois, et qui parfois peuvent avoir des impacts sur toute notre vie ou alors passer complètement inaperçus dans l'oubli. Alors après avoir été récompensé par le prix Goncourt des lycéens pour les choses humaines qui invitait à réfléchir sur le mouvement MeToo et sur l'ambiguïté de cette frontière à ne pas franchir, Karine Thuil s'intéresse à la menace des terroristes islamiques et c'est le choix, en tout cas, de Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant, le choix littéraire que tu souhaites nous présenter, Virginie. Oui, je veux vous parler de ce livre parce que c'est comme un uppercut qu'on se prend en pleine face quand on le lit, parce qu'il y a une force et une violence et une brutalité, parce que certes ça parle du terrorisme, mais c'est surtout aussi que ça nous amène à une réflexion sur la justice, mais du coup en parallèle sur la société et sur l'être humain.
Et ce que j'ai envie de retenir de ce livre, c'est que... Alors ce livre, je coupe juste, je suis pas sûre qu'on ait dit le titre, donc c'est La Décision. La Décision de Karine Thuil aux éditions Gallimard. Et en fait, c'est l'histoire d'une juge antiterroriste qui va être amenée à prendre une décision pour savoir si elle doit emprisonner ou pas un jeune homme qui est parti en Syrie, mais lui dit qu'il est parti en fait pour faire de l'humanitaire, et elle s'interroge pour savoir si c'était pour devenir un terroriste ou pas. Et en parallèle, en fait, elle doit prendre une décision dans sa propre vie qui est en train de basculer. Son mariage prend l'eau. Et elle n'arrive pas non plus à prendre la décision de savoir si elle va divorcer ou pas. Donc la vie la confronte à la prise de décision, à l'engagement dans une voie, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce texte qui est très puissant, comme je vous le disais au début, c'est qu'il y a une... on se rend compte que tout n'est pas blanc ou pas noir, quoi. Il n'y a rien de manichéen dans la vie et que c'est qu'un mélange subtil d'équilibre entre les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend pas et les choix qu'on fait pas, en fait. Et ça interroge forcément, quoi. J'aime bien cette tension apparente. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je me suis quand même intéressé au pitch, quoi, à ses aspects principaux. Et j'aime bien cette tension entre le légal et le légitime. Je pense que la question se pose pour ce qui concerne les deux aspects de la situation. C'est tout à fait ça. Le légal et le légitime. En sachant que le légal, c'est finalement ce qui a reçu l'approbation de la société et qui peut être un moyen de se cacher aussi des fois. C'est ce qui correspond à la loi que nous nous sommes collectivement donnée. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est un moyen pour se cacher parfois. C'est-à-dire que selon qu'elle est un juge ou une personne, elle peut avoir. Elle a deux casquettes. Selon les énergies par lesquelles elle est traversée, elle peut avoir des inclinaisons différentes. Ce que nous sommes tous, finalement, nous vivons tous ça, c'est-à-dire que. Et en même temps, c'est super pas rassurant du coup. Mais parce que aucun d'entre nous n'est rassuré par quoi que ce soit. La décision est toujours une prise de risque parce que il y a cette idée derrière la décision qu'on s'enferme dans une option. Ou on se libère, ça dépend. Alors ça peut être libérateur. Les choses ne sont pas fermées, ne sont ni noires ni blanches systématiquement. Mais j'aime bien, et je vais lire ce roman parce que j'aime bien la mise en tension entre deux ordres de violence. Les violences qui s'adressent à l'intériorité. D'ailleurs, je pense que toutes les formes de violence s'adressent à l'intériorité. Mais j'ai vraiment envie de lire ce livre tel que tu l'as présenté, Virginie. Et je pense que le fait qu'il y ait cette dualité entre l'intime et le terrorisme, c'est vraiment nécessaire parce que s'il y avait que la partie terroriste dans le livre, ce serait insupportable en fait. Parce que là, tu veux dire que ça apporte de l'humain aussi, c'est-à-dire que ça. Ce serait insupportable parce qu'il y aurait trop de violence et trop de barbarie en fait. Et même si à chaque fois c'est ramené aux émotions et à l'humanité, et se dire que même si on est un terroriste, on reste quand même un être humain, je pense que... j'aurais pas pu lire le roman, quoi. Ça aurait été trop insupportable en fait. Et je pense que c'était vraiment nécessaire qu'il y ait cette dimension d'intime et d'histoire d'amour en filigrane pour rendre la chose un peu plus acceptable, quoi. Alors, j'aime bien parce que j'aurais dit la même chose que toi, mais je suis très sensible au fait que tu dises, même si on est un terroriste, on reste quand même un être humain. Parce que, en fait, ça nous renvoie à la question fondamentale, à savoir, est-ce que, à travers ce nihilisme et tout terrorisme confondu, nous sommes fondés à faire perdre la qualité d'humain à ceux qui s'en rendent coupables. Est-ce que des actes comme ça, qui sont finalement l'aspect ultime du tout ou rien, trouvent encore une place dans notre discours, dans notre capacité d'adaptation, dans notre capacité de tolérance. Et puis là aussi se pose la question aussi de l'influence. C'est-à-dire quand on voit aussi tous ces jeunes qui sont influencés, on peut parler de manipulation aussi également, qui sont enrôlés. On peut, c'est-à-dire alors oui, bien sûr, il y a une vraie responsabilité, mais il y a aussi, ce sont quand même aussi des personnes qui sont sous influence. Et nous sommes dans une société qui en même temps doit affronter le fait qu'elle se targue de fournir des outils pour la critique. C'est ça qui est compliqué.
C'est que finalement, c'est très difficile aussi de dédouaner les gens dans certaines situations puisqu'ils sont réputés avoir reçu les outils du sens critique. Et c'est compliqué, notamment pour la justice, de faire le clair. J'ai vraiment envie de lire ce livre pour voir, parce que moi, c'est la vie émotionnelle qui va me parler, en fait. Alors, c'est les allers-retours émotionnels que je vais aller chercher là-dedans. Je trouve que la mise en situation est extraordinaire. On met en tension deux extrémités. Alors, ce n'est pas de l'infini à l'infime, mais c'est vraiment du général le plus général au moi le plus profond. C'est un cheminement qui mérite sans doute d'être... Et puis j'ai envie de voir comment elle le met en balance et comment elle met en vie les deux situations. Moi aussi j'ai envie. Je vais le lire, je crois. Merci Virginie. Et puis, vous verrez en lisant ce livre que personne n'est épargné, et qu'on parlait d'influence, et que sa vie personnelle va être aussi confrontée à ça. Alors après, je peux pas vous en dire trop, parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt de lire le livre. Mais voilà, vous verrez que l'influence, elle n'est pas forcément là où on croit et avec qui on croit, en fait. Alors, un mot peut-être sur l'auteur, Virginie, Karen Thuil, à part ce qui n'est pas mal déjà, qu'elle a reçu le prix Goncourt des lycéens pour les choses humaines. Alors, c'est une autrice qui, a de la puissance dans son texte et qui va traiter de romans très forts dans les sujets, puisque des choses humaines, ça parlait du viol, là on parle de terrorisme, et en fait si vous aimez les histoires romantiques à l'eau de rose, oui, faut passer votre chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas vers elle qu'il faut aller, quoi, clairement. D'accord. Alors on va marquer une pause musicale avant d'en savoir un petit peu plus sur numéro 2 de David Fuenquinos. On écoute Ayane, Tam Tam de l'Afrique. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Le poids des mots, le poids de nos choix, le poids de notre histoire, de l'histoire, de nos actes et de nos décisions. C'est le thème aujourd'hui de notre émission avec Ricky James et Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant. On a écouté cette belle musique qui est quand même assez, qui parle de quelque chose d'assez quand même sérieux. Gestion des héritages. Gestion des héritages. Tu veux nous en dire deux mots, Ricky? Avec mon fils Jordan, nous introduisons toujours nos concerts en disant, de manière évidente, de toute évidence, la première rencontre entre l'Afrique et l'Europe fut un fiasco, nous vous proposons de la refaire. Et c'est le but à la fois de l'ensemble de ce que nous écrivons et des influences musicales que nous choisissons. Ce morceau m'a donné envie de mettre en tension deux auteurs pour lesquels j'ai de l'affection. Le premier étant Khalil Gibran, qui dit « La terre est ma patrie et l'humanité ma famille ». La terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Ce à quoi lui répond Marie Dariussec, que j'aime beaucoup, en lui disant « Dans une famille, on a beau avoir vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes souvenirs. » Ouais. Et c'est peut-être en rapport avec le sujet dont nous débattons aujourd'hui, c'est la question de la trace, qu'on verra. Et en fait, de quoi sommes-nous le résultat? C'est ce que j'entends un peu. De quoi sommes-nous le résultat, en sachant que nous sommes toujours... La vie est dynamique, donc nous sommes une perpétuelle transformation. J'aime bien les bouddhistes qui disent « nous sommes habitants et habitacles ». Nous sommes celui qui vit l'expérience et nous sommes celui ou celle qui se regarde la vivre. Et c'est compliqué. Alors ça me fait vraiment penser, en tout cas, au livre, qu'on va pas voir tout de suite, mais après, le livre de Tonino Benacquista, Porca Miseria. Oui. Parce que je trouve ce que tu dis, ça résonne vraiment, ça colle vraiment à ce livre-là. Mais si tu veux bien, on en reparlera après. Avec plaisir. Virginie, est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est aussi numéro 2 de David Fuenquinos, un très bon livre, un très bon auteur aussi. Est-ce que tu peux nous présenter ce deuxième choix que tu as fait? Oui, alors je vais vous parler de numéro 2 de David Fuenquinos. Donc c'est vrai que David Fuenquinos, c'est un auteur qu'on connaît, qu'on aime. Il y a eu des films, beaucoup de livres. Moi, personnellement, mon préféré, ça reste Charlotte. Mais voilà. C'est un livre qui parle de Charlotte Salomon, qui est une artiste juive qui a été tuée pendant la guerre et qui a réellement existé, en fait. À lire alors.
à lire aussi. Mais enfin bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Harry Potter. On est beaucoup plus actuel. Ouais. Donc en fait, le pitch, vous allez voir, il est top. C'est Martin, en fait, il voit toute sa vie chamboulée en mai 1999 quand il se rend au casting de Harry Potter et qu'il a failli devenir Harry Potter. Casting, le film. Le film, ouais. Faut dire qu'il a 10 ans, il vit en Angleterre, il a des petites lunettes rondes, la tête de Daniel Radcliffe et que son père bosse dans le cinéma. Ah bah donc, attends, c'était pour lui alors. C'était pour lui. Sauf que, non, en fait, c'est pas lui qui a eu le rôle, c'est Daniel Radcliffe. Aïe. On parle de ce petit quelque chose que Radcliffe aurait eu, le je ne sais quoi ou le presque rien, comme dit Vladimir Jankélévitch, qui fait que, du coup, il n'y a pas de raison rationnelle à cela, mais il y a un choix qui est fait. C'est ça. Et le choix, quand on lit le livre, on le comprend pas vraiment. Sauf que, en fait, ce choix, il va avoir une incidence sur tout le reste de sa vie, et que toute sa vie, elle va être bancale, en fait, le reste de sa vie, parce qu'il considère qu'il a failli être Harry Potter et que toute sa vie est un échec. Alors qu'en fait, en soi, sa vie, elle est pas c'est pas un échec, hein, quand on lit l'histoire. C'est plutôt quelqu'un de brillant. Il fait des études plutôt bonnes. Il commence par avoir un petit job au Louvre. Et puis il va finir responsable, mais toute sa vie se traîne en fait comme une vieille carcasse, cet échec en fait. Et puis pas de bol parce que c'est quand même Harry Potter, donc il y a 9 livres, 9 films, et à chaque fois que ça lui redonne un coup sur sa blessure. C'est ça. Ouais. C'est comme quoi un conditionnel peut se vivre par procuration, quoi. C'est-à-dire que ce possible qui n'a pas été improbable devient sa prison. C'est ça. C'est aussi impossible. C'est tout à fait ça. Ouais. Et ça devient un enfer pour lui à tel point qu'il va être hospitalisé en hôpital psychiatrique parce qu'il n'arrive pas à surmonter ça, il n'arrive pas à tourner la page. Quelque part, il en a fait une obsession de ne pas avoir été choisi, c'est ça ? Toute sa vie va tourner autour de ce choix-là, de ce non-choix, on va dire. C'est tout à fait ça, et ça va devenir quelque chose qui aurait pu paraître, une anecdote plus ou moins banale en disant oui, j'ai passé le casting, mais j'ai pas été retenu. Et ça va prendre des proportions démesurées, et sa vie, il considère que sa vie est un enfer sur Terre en fait. C'est génial. Est-ce que vous me permettez une petite privauté ? Il y a une chose que je raconte. Il y a une chose que je raconte rarement. Mais je l'ai dit une ou deux fois en concert. J'ai failli être la doublure de Omar Sy dans Intouchable. Et vous savez que lorsqu'un film est tourné, personne ne sait qu'il aura du succès ou pas, ou machin. Donc on n'était pas dans ces considérations-là. Mais j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Ourgui, qui travaille dans le cinéma. Et en fait, lorsque je vivais à Albertville, j'avais la boule à zéro. Donc il avait une mémoire de moi. Ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vus. Et donc il savait pas que j'étais devenu Rastaman entre-temps, avec mes cheveux longs et tout ça. Et donc, il m'appelle en me disant, écoute, c'est rien de très valorisant, ça doit être payé 92 € la journée, mais on a besoin de quelqu'un pour venir se mettre dans un parapente. Et puis, il y aura quelques secousses, mais on verra pas ton visage et tout ça. Et moi, je lui explique que, je suis pas prêt à couper mes locks pour 92 €. Mais j'aurais pu être la doublure d'un film dont on ne savait pas à l'époque quel en serait le destin. Donc, c'était à Cré-Volant. C'est vrai qu'il a eu un très gros succès. Et donc, si ça se trouve, je suis un genre de Martin. Parce que j'aurais pu raconter à toute la France, mais vous savez, dans le machin, là, c'est moi, en fait. Alors après aussi, on peut se dire que finalement, ça dépend comment tu le prends et comment tu nourris, finalement, si c'est un regret, est-ce que tu vas passer ta vie à nourrir un regret ? Donc aussi, on a aussi la décision, on prend les décisions aussi de nos blessures, de nos échecs. L'histoire est beaucoup plus belle en étant celui qui a failli, je trouve. Mais tu vois, c'est un point de vue. C'est-à-dire qu'une autre personne, en fait, peut-être, aurait nourri un désespoir de toujours en disant j'aurais pu. Ah non, je suis suffisamment égocentrique pour considérer que le fait qu'on ne m'aurait pas vu de toutes les façons fait que le peut-être est beaucoup plus joli. Et ce qui est drôle, c'est que justement dans le bouquin, en fait, son seul confident, en fait, c'est quelqu'un qui a failli être aussi. Voilà,
C'est pour ça que j'ai une tendresse pour cet aspect-là, parce que du coup, le critère d'évaluation devient non pas le réel tel qu'il le traverse, mais tel qu'il aurait pu le traverser. Et en fait, il manque de bol. C'est un système qui est tellement puissant qu'il y a des piqûres de rappel régulières, tu le disais tout à l'heure, à chaque sortie de livre, à chaque sortie de film, machin. Donc on ne peut pas considérer qu'il se soit inventé tout seul un univers. Je veux dire qu'il y a aussi un univers qui le harcèle. C'est lui qui se sent considéré harcelé par l'univers, mais en soi, sa vie, elle est pas si nulle que ça, quoi. Oui. Mais en fait, il a placé la barre tellement haut que, du coup, voilà. Son existence lui paraît insipide. Mais tout va se rééquilibrer au moment où il va rencontrer Daniel Radcliffe. Ah. Et là, en fait, il va, prendre conscience que tout ce qu'il s'était imaginé, c'était pas forcément ça. Alors, pour moi, à la fin du livre, j'ai eu l'impression d'avoir lu en roman une version des 4 accords Toltec, en fait. Oui. Parce que intéressant. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on imagine, les suppositions. Voilà. Tu fais référence à ça. Voilà, c'est un des principes des accords Toltec, ne jamais faire de suppositions. Et lui, il s'est imaginé tout un univers autour de Daniel Radcliffe. Il va se rendre compte que c'est pas ça. Donc là, on est totalement dans les présuppositions. Que votre parole soit impeccable, il s'inflige une violence à lui-même, alors que finalement, il n'y est pour rien. Et en fait, il y a un autre principe aussi qui est faites toujours de votre mieux. Et lui, il considère que c'est de sa faute s'il a échoué à ce casting, alors que franchement, il avait 10 ans, il était responsable de rien, quoi. Voilà. Alors, je vous fais part d'une critique d'un lecteur qui a beaucoup aimé ce livre et qui dit un petit roman facile à lire, réussi, sans prétention, que j'ai dévoré rapidement avec plaisir. J'ai trouvé les émotions des personnages et le traumatisme de l'échec, ainsi que les barrières protectrices que l'on érige autour de soi, finement analysées. Une réflexion plus profonde qu'il n'y paraît sur nos failles, les ressorts intimes qui nous tirent vers le bas ou nous propulsent vers la si dogmatique et obligée résilience. Je trouvais que c'était intéressant. Si dogmatique, ça m'interpelle. Je voudrais aussi souligner qu'il y a quelque chose de merveilleux à concevoir ce livre comme l'esthétique de 2 incarcérations finalement. Puisque si au moment de la rencontre avec Radcliffe, il se rend compte que Radcliffe aussi se pose des questions sur la valeur de son parcours. Parce que c'est quand même une puissance. Je veux dire, Harry Potter, c'est la planète entière de manière incontestable, lu sur la planète. C'est le Star System. C'est le Star System, machin. Et j'aime bien l'idée de ces 2 emprisonnements qui se font miroir. C'est très très joli, c'est-à-dire que tel que Virginie le disait, il y a quelques manières d'artifice dans la manière dont Martin perçoit son destin. Mais peut-être que du côté de Radcliffe, il y a une violence dont il se serait bien passé. Une dépossession de soi aussi, comme ça arrive dans le Star System, où on devient une espèce de planning ambulant. C'est ça. Mais on peut effectivement aussi beaucoup réfléchir à tout notre imaginaire qui souvent nous fait prendre des choix aussi qui sont vraiment parfois pas les bons. J'appelle ça notre moteur d'insatisfaction. Parce que on a vraiment, les humains, on cultive. C'est l'idée que l'étape d'après sera forcément la révélation. On vit dans l'idée que la minute d'après va nous ouvrir à une lumière toujours à conquérir. On va écouter Fragile de Sting. Oh yeah, please do. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Porca miseria. C'est le juron du père de Tonino Benacquista. Le nouveau livre, son nouveau livre en fait sur sa vie, peut-être aussi sur l'histoire d'une émigration forcée, d'un mauvais choix aussi de sa maman, qui a vécu une vie affective très douloureuse. C'est aussi le choix de Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant pour nous présenter aujourd'hui ce livre. Oui, alors ce livre, en fait, ça va vous expliquer, ou pas, comment on peut être influencé par sa famille. Parce que dans celle-ci, en fait, le père est un alcoolique. Tonino Benacquista l'a rarement vu à jeun.
la mère, elle est complètement déprimée et un des seuls mots qu'elle connaît en français, c'est contrariété et médicaments. Donc voilà. Cholestérol, moi j'ai dit. Cholestérol, c'est ça. Voilà. Et moi je me demande vraiment comment cet enfant, parce que c'est complètement autobiographique, a pu échapper au déterminisme social avec la famille qu'il avait en fait. Parce que en plus, il aimait pas l'école, il était pas bon, il aimait pas lire. Donc, moi je m'explique pas comment il a pu devenir l'écrivain qu'on connaît aujourd'hui en fait. Parce que d'autant plus que dans sa famille, il a quand même pas de bol parce que tous ses oncles sont partis aussi en Amérique pour le travail et eux, ils sont devenus riches et pas ses parents. Alors moi, je peux te dire ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a dit plutôt je crois à Marianne Payot, une journaliste de l'Express. Il a dit écrire, c'est se venger. Donc peut-être qu'il a mis. Tu l'as lu ? J'ai lu ça. Oui. Il a dû mettre aussi toute cette énergie. En fait, pour transformer ces blessures en quelque chose de très beau, finalement, puisqu'il nous donne quand même des sacrés messages aussi dans ses livres. Oui, mais en même temps, il se plaint pas. Hein. Lui, il a un petit côté lucide et puis ce petit côté un peu, décalé qu'on retrouve dans l'ensemble de son œuvre. Mais il se plaint pas, en fait. Il dit juste que, sa vie, elle est comme ça, quoi. Et alors sa vie elle est comment finalement ? Parce que il a un père alcoolique, une mère dépressive, c'est ça ? Oui, mais puis lui il est un peu entre deux cultures en fait parce que c'est le dernier enfant de la famille, mais lui il est né en France. Mais à la maison de la famille italienne. Voilà, de la famille italienne qui est venue dans les années 50 pour travailler en France. Mais lui il est né en France, mais il est un peu entre deux en fait, ils sont, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, en fait. Mais ce livre, c'est quand même une vraie déclaration d'amour à la France, en fait, et à la chance qu'elle lui a donnée. Alors, je suis pas sûre que ce soit une déclaration d'amour à sa famille, vu comme il en parle. mais à la vie. Une déclaration d'amour à la vie. En tout cas, j'ai cru lire quelque part qu'il lui a fallu atteindre les 60 ans pour envisager de se confronter à cette question de son origine. Et je dirais de manière non esthétisée. C'est-à-dire qu'il est quand même dans une quête de sincérité absolue. Ça peut expliquer la dureté, la difficulté de l'œuvre. Alors, je perçois aussi un hommage à la langue française comme quelque chose de libérateur, comme une espèce de petit univers comme ça qu'on se bâtit pour transcender sa propre condition. Et puis, je ressens aussi l'énergie du rejet, c'est-à-dire que il arrive que les parents ne soient pas le modèle. C'est ça, mais en même temps, il explique que c'est assez courant dans la banlieue où il vit, ils sont tous enfants d'immigrés et que son cas, il n'est pas plus différent qu'un autre, en fait. Voilà, c'est assez courant. Il dit qu'il y a une très grande solidarité et que il aime beaucoup quand même la cuisine italienne. Je pense que c'est ce qui le maintient beaucoup avec l'Italie aussi. Donc, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, quand on appelle Tonino, on a l'impression de commander un bon plat de pâtes en fait à l'italienne. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il s'est construit davantage par démarcation que par opposition ? Parce que finalement, il ne juge pas, il dit, il raconte. Alors après, tu parlais de modèles, mais aussi il y a plein de modèles. D'ailleurs, Tonino va dire qu'il s'est construit, alors en partie seul, mais aussi avec en compagnie de Goscinny, Gottlieb, Cyrano de Bergerac. Oui. C'est-à-dire on a aussi des modèles sur notre route, quand c'est pas dans notre famille, qui viennent et qui c'est le choix de la rencontre ou c'est si c'est pas un choix, en tout cas, c'est des présences comme ça qui arrivent vers nous, souvent au bon moment. Et qui éclairent... et qui nous éclairent notre chemin. Qui éclairent une partie de la nécessaire compréhension qu'on doit tenter d'avoir de son cheminement. Donc, chers auditeurs, si vous avez des difficultés avec votre famille, ou si vous considérez qu'elle ne vous est pas propice, sachez que de toute façon les modèles sont aussi partout d'évolution. Il y a rien de figé aussi. Il n'y a pas de situation qui fait que on peut se dire victime d'une famille ou d'une situation. Tout est possible en fait. Rien n'est enfermant en même temps. Faut éviter cette pulsion qui consiste à avoir le désir d'être né chez le voisin. Ah oui.
Parce que nous sommes aussi une espèce de théâtre permanent entre l'intériorité et puis ce qui paraît. Et des fois, on peut passer à côté de l'essentiel de ce qui nous a fait, parce que ce ne sont peut-être pas les aspects, nous, qui nous inspirent la lumière. Et on en revient aussi à l'imagination, avec aussi les suppositions aussi qu'on fait, oui. Quand tu dis ça. C'est-à-dire, alors, de quelle manière aussi on se dit pas, ah bah tiens, ça va, c'est quelque chose qui va peser dans ma vie, qui va pas m'éclairer. Oui. Mais parce que c'est aussi peut-être la manière dont on regarde. Toujours, de mon point de vue. Toujours. C'est-à-dire que le regard est une habitation, hein. C'est-à-dire que le regard est un point de vue, au sens vraiment mécanique du terme, quoi. Je regarde le monde depuis un endroit. Et ça, c'est notre prison, ça. Le lien de cause à effet. Toujours. Alors, il arrive que nous ne comprenions pas la cause ou pas l'effet. C'est même régulier, d'ailleurs. Et puis après, pour moi qui suis un quasi déraciné, ouais, je suis très très sensible à cette manière de vivre la problématique de la source, quoi. C'est-à-dire que chemin faisant, nos solidarités se déplacent. Chemin faisant, tu fais référence à la librairie de Virginie ? Oui, chemin faisant, nos solidarités se déplacent, nos identités se réinventent, notre origine change de forme dans notre mémoire. En tout cas, je suis vraiment fasciné par la question des mémoires partagées. Je le dis d'autant plus que moi je viens d'une culture où nous n'avons pas le support de l'écriture pour avoir des certitudes par rapport à un passé même récent. Donc je sens la force de cette histoire-là, être capable de dire son histoire. Là, clairement, l'écriture, ça l'a sauvé. Hein. Absolument. C'est le dit. Hein. Absolument. Et puis aussi, c'est ça qui fait la force de l'écrivain, bien nommer les choses. Bien nommer les choses. C'est-à-dire ne pas raconter sa mémoire en essayant de se protéger de ses effets délétères, mais essayer de la raconter... le plus... voilà. Dans les faits, c'est ça ? Oui. Dans ce qui est pour moi le défi de l'humanité, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Et c'est systématiquement une épreuve. D'ailleurs, c'est un travail qu'on peut faire, écrire. Pour souvent, les psys peuvent recommander cet exercice, ou les thérapeutes. Écrire aussi les choses, les blessures qu'on peut vivre pour s'en libérer. C'est une pratique qui est recommandée. Absolument, à ceci près que écrire la mémoire, c'est forcément l'atrophier. Parce que nous organisons la pensée pour comprendre l'esprit. Mais ce que l'esprit vient en réalité, c'est la simultanéité d'un grand nombre d'idées en même temps, tout le temps. C'est-à-dire que nous sommes un processus de renouvellement permanent. Et c'est ce qui m'aide à comprendre cette distance. J'ai eu besoin d'avoir 60 ans pour me confronter à cette histoire et la restituer de la manière la plus fidèle possible. Je ne dis pas la plus vraie, parce qu'il y a toujours un élément de perception. Et si on interrogeait ses parents, peut-être qu'on aurait des éclaircissements et un enrichissement qui serait étonnant pour tout le monde. Comment, eux, ont-ils vécu cette mémoire ? Mais en tout cas, de là où il vient, je trouve que, d'abord, le pari autobiographique est toujours extrêmement risqué. Parce qu'il n'y a pas seulement la question de la fidélité de la mémoire, mais il y a aussi qu'on peut rouvrir, on dit en français, des blessures. Oui, et en même temps aussi, on peut se libérer de choses qu'on... Moi, j'ai fait l'expérience, je m'étais figuré quelque chose dans la pensée, et à partir du moment où je l'ai énoncé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Il y avait quelque chose de pas cohérent. D'accord. Si je n'avais pas raconté ou énoncé certaines choses, je ne me serais jamais rendu compte que c'était pas possible dans la réalité. C'est-à-dire que aussi, quelque part, ce qu'on pense ou nos blessures qu'on traîne sans savoir exactement où en nous et qu'on n'ose pas finalement mettre sur le tapis à un moment donné, ça reste quelque chose qui n'est pas concret. Le fait de pouvoir les écrire ou les raconter permet aussi de quelque part de les rendre concrets et de les plier, ou en tout cas de les considérer et d'en faire quelque chose. Et de voir aussi la part d'imagination qu'on peut porter et qui peut être erronée. C'est fabuleux. Il y a des familles qui portent des syndromes de reproduction dont tout le monde a ignoré, tout le monde a oublié l'origine et la source. Et puis il y a une espèce d'énergie comme ça qui se promène à travers les générations jusqu'au jour où le fait de bien désigner une chose fait exploser. Oui, exactement. Soit le sujet, soit la cellule familiale. Hein. Alors là, on en arrive directement à la dernière, au dernier roman choisi par Virginie, La patience des traces de Jeanne Benhammer. Virginie,
Oui, c'est aux éditions Actes Sud cette fois. Donc en fait, psychanalyste, Simon a passé sa vie à écouter les autres, au point sans doute de s'oublier un peu soi-même. Et un matin, il décide qu'il est l'heure de tourner la page parce que au moment de prendre son petit déjeuner, il va avoir un bol qui se casse. Et c'est un bol qui fait remonter en lui plein de souvenirs et toutes ses souffrances un peu cachées. Et il décide qu'il est temps pour lui de tourner la page. Alors, on va marquer une pause. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. C'était bien sûr Chapeau bas de Barbara, une version de 1958 et pas fragile comme je l'ai annoncé de Sting. Nous n'allons pas passer toute l'émission à écouter Sting à chaque pause musicale. On revient au choix de la rentrée littéraire, le dernier choix de Virginie de la librairie Chemin Faisant. Donc La patience des traces de Jeanne Benhammer qui parle de ce psychanalyste, Simon. Oui, donc un psychanalyste qui est à la fois solide puisqu'il est psychanalyste et fragile. Voilà, d'où mon erreur. Merci Virginie. Bravo. Donc, je disais, il casse son bol et ça fait remonter en lui plein de sentiments. Il décide qu'il est temps pour lui de tourner la page et il va se confier à un ami qui va lui concocter un petit voyage dans les îles subtropicales au Japon, les îles Yaeyama. La fragilité du bol lui révèle la sienne pour rester dans la justification du choix d'Anne tout à l'heure. C'est une métaphore. Et donc il va se rendre là-bas et va commencer alors sa réparation, sa reconstruction, et ce voyage va devenir initiatique. Et là-bas, parce que le fil conducteur, vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est ce bol, en fait. Parce que là-bas, il va découvrir l'art, le kintsugi. C'est ça. Vous connaissez ? J'allais en parler, oui. Je connaissais pas jusqu'à ce que tu me donnes quelques éclairages un peu avant qu'on prenne l'antenne. Donc, il consiste à réparer les bols cassés d'une belle manière, avec de l'or, par exemple, c'est ça ? C'est ça, et une fois que l'objet est réparé, il peut même être sublimé, en fait. Mmh. Mais lui, il y va, sans vraiment... Sans intention, sans cette intention. Voilà, sans cette intention, en fait. Il y va juste pour se poser et pour prendre le temps. Et j'ai retrouvé, en fait, dans cette écriture, la même intensité et la même plénitude que je trouve que j'avais trouvé uniquement chez les auteurs japonais jusqu'à présent, en fait. Mmh. Parce qu'ils ont un style d'écriture que je retrouve pas ailleurs, et c'est la première fois en lisant une auteure française que j'ai cet effet-là. Et je voulais vous citer un... Parce que Jeanne Benhammer, elle a vécu au Japon. Quel lien elle a ? Non ? Je crois pas qu'elle ait vécu D'accord. au Japon, mais elle s'est beaucoup documentée dessus. Et D'accord, en fait, donc... les îles qu'elle a choisies, en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est des îles où il y a des femmes qui, ont des rites traditionnels et qu'il y a une grande dimension mystique sur ces îles-là, et que c'était vraiment là qu'ils devaient aller pour pouvoir se reconstruire. Donc c'est encore une démonstration finalement de l'influence que l'extérieur peut avoir sur nous aussi. Alors, il y a l'extérieur du lieu, puisque ce lieu va l'apaiser et il va rentrer en connexion avec lui-même. Il va aussi rencontrer un couple de Japonais qui l'hébergent en fait dans une maison d'hôtes et qui vont l'amener à prendre conscience de ce qu'il était vraiment venu chercher en fait. Et puis il va approfondir sa dimension mystique en découvrant plusieurs arts. Donc le kintsugi, cet art qui est exercé par le mari de la maîtresse de la maison d'hôte, et puis aussi l'art de traiter les tissus avec les fleurs et les végétaux en fait. Mmh. Et il va aller jusqu'au milieu de la jungle pour récupérer des couleurs en fait, et ça va être la révélation pour lui, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider de rentrer en France en fait. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait
une notion du temps et un traitement du temps qui était très réussi et très subtil dans ce livre. Et j'ai tiré une phrase en fait que je vais vous dire. Vas-y. Le temps n'est pas un objet. C'est nous qui sommes longtemps. Nous égrénons. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'inspire la phrase tirée d'un enseignement bouddhiste un jour, où le maître qui essayait de nous expliquer les diverses relations au temps disait qu'il existe des moments du temps où le temps cesse d'être une durée pour devenir une intensité. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire oui, c'est ça, parce que un temps qui n'est plus linéaire, un temps qui est absorbant, absorbé, et un temps qui n'a plus besoin de s'écouler, parce qu'il y a une espèce de fusion entre le soi et une espèce de... L'impermanence est permanente, quoi. Quelque chose de ce style. Alors moi, j'ai vu une image, en fait, de ce que nous sommes, avec cette transformation, en fait, en poussière qu'on devient, où effectivement, on peut dire, avec ce mouvement, finalement, du haut vers le bas. Bon, après, c'est l'image que j'ai eue. Mais avec finalement cette transformation, c'est-à-dire que là, le temps, pour moi, c'est une transformation. Quand je vois l'image qui me vient, transformation d'état. D'accord. Donc phénomène dynamique. Phénomène dynamique. Donc le temps serait une rencontre entre quoi et quoi ? C'est amusant. Le temps serait une rencontre entre le corps et l'esprit. Ah, oui, c'est vrai. Le phénomène du vieillissement est fascinant de ce point de vue-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... J'aime bien, moi, l'idée de la reconstruction par la reconstruction du bol comme une reconstruction de soi. J'aime bien l'idée d'une résidence aurifère, c'est-à-dire que ressortir par le haut, c'est comme ça que je perçois la métaphore du fil doré. Et tu as dit que l'objet peut être sublimé. Ça m'a... Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Et l'objet, finalement, la réparation du bol est une opération clinique à son propre égard, de ce que je comprends. Après, je ne vois pas bien, il faudra donc que j'aille lire le livre, mais ça en fait beaucoup et je ne veux pas prendre ici des engagements que je ne tiendrai pas. 540, j'ai dit. 540. Livres dans le mois qui sont sortis des romans. Bon, bah, on a de quoi faire, on a des émissions. En tout cas, j'ai envie de te demander, toi qui as lu le livre, quel enseignement tu en as tiré pour toi ? C'est-à-dire l'idée force. C'est parce que j'adore la manière dont tu parles des livres. C'est une petite pour moi, je pense que les choses peuvent venir à soi sans qu'on aille les chercher, finalement. Voilà. Alors ça, j'y pensais aussi par rapport au choix. Parce que je me dis, finalement, il y a les choix qu'on fait, et il y a les choix qui s'imposent malgré nous, ou aussi peut-être qui sont guidés, qui... Et puis après aussi, la vie met sur notre route des lieux ou des gens qui nous permettent de réaliser et de prendre conscience de ce qui n'allait pas chez nous. Oui. Puisque là, c'est le lieu, le bol, le couple qui tient la maison d'hôte, la spiritualité. Parce que voilà, tout ça. Alors après, est-ce que c'est le destin ou pas Je suis pas sûre. Alors blocage ou libération. Voilà. On peut en revenir finalement à ce thème. Finalement, tous les livres qu'on a évoqués cette heure-ci, finalement, en fait, ils peuvent se résumer aussi à ce que tu dis. Enfin, on peut en déduire ce que tu dis. Alors en fait, tout se rejoint finalement, et toute une question d'équilibre entre les décisions qu'on prend, les choix qu'on nous appose et comment on les perçoit en fait. Mais tout ça, pour moi, c'est qu'une entité globale en fait. Moi, j'aime bien l'idée que les choses viennent à soi. Des fois, on est dans la capacité de les voir et on part dans des quêtes... J'aime bien un proverbe arabe qui dit lorsque tu auras fait le tour du monde, tu découvriras que ce que tu cherchais se trouvait à l'intérieur de toi. Alors tu vas le relire parce qu'on va conclure l'émission. J'aimerais bien que tu le relises, que tu le redises. Tu auras beau faire le tour du monde, l'objet de ta quête se trouve à l'intérieur de toi-même. Et c'est à la fin du voyage que tu en auras la pleine conscience.
Alors merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission de grande qualité. C'était vraiment un vrai plaisir de partager avec vous et j'espère, amis auditeurs aussi, que ça en était de même pour vous. Nous allons maintenant refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que le sujet vous a plu. Il y en aura d'autres et qu'il a pu aussi nourrir votre réflexion sur le sujet, ce sujet des choix qu'on fait, des influences qu'on subit, des influences aussi qu'on génère. Merci aussi à toi Jean-Pierre à la technique. Retrouvez-nous également sur les pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram, de l'épicerie culturelle du territoire, mais aussi de Radio Grand Lac. Merci à vous d'aimer, de partager. Prochaine émission le lundi 7 mars, même jour, même horaire, pour une émission consacrée au Printemps des poètes. À très bientôt et très bonne semaine à tous.